Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, le baobab Tsitakakats, considéré comme le plus grand baobab de Madagascar, situé dans le sud de Murumbe, est en train de dépérir. Selon les observations réalisées sur place, les changements climatiques ainsi qu'une maladie touchant les baobabs seraient à l'origine de son déclin progressif. Reportage. L'odeur nauséabonde qui règne aux alentours, son tronc fissuré qui s'effondre progressivement, mais surtout son apparence générale, témoigne de l'état critique du baobab Tsitakakats, situé à Anjumbir, dans la région Atsimonjefen. Présent sur les lieux le week-end dernier, Wilfried Ramafal, spécialiste des baobabs, affirme que la maladie ayant atteint cet arbre aurait été provoquée à l'origine d'une bactérie. Le Tsitakakats appartient à l'espèce de baobab régnal. D'après les études menées, il serait âgé d'environ 900 ans et demeure jusqu'à présent le plus grand baobab de Madagascar, avec une circonférence de 29,39 mètres. Selon les estimations, il ne resterait plus qu'environ 4 mois avant que ce baobab ne s'effondre totalement. Le nom Tsitakakats signifie d'ailleurs « s'il en chante d'un côté, le son ne s'entend pas derrière lui ». Voici une comparaison en images de l'évolution du baobab Tsitakakats. À gauche, une photo prise en février 2026, montrant encore l'arbre dans toute sa splendeur. À droite, une image capturée le 8 mai dernier, révélant un baobab affaibli, en train de mourir progressivement et déjà partiellement détruit. Dans les actualités également, l'accès à l'eau potable à Antananarivo entraîne aujourd'hui des dépenses supplémentaires pour de nombreux ménages. Face aux difficultés d'approvisionnement, plusieurs familles sont contraintes de recourir à des porteurs d'eau venant parfois de loin. Mais de l'autre côté, cette situation génère aussi des emplois pour ces travailleurs de l'eau. Antoniane et Martina sur les images de Nzara Ranjiansu. À Mpeflu Andavamamb, le travail de route consiste à transporter de l'eau contre rémunération. À seulement 24 ans, cette jeune femme en a fait son activité principale. Elle parvient à acheminer environ 40 bidons par jour et approvisionne notamment des hôtels du quartier. Elle se rend à Manartsu pour s'approvisionner en eau en raison des difficultés d'accès dans sa zone d'habitation. Une activité qu'elle considère aussi comme un service pour la communauté face aux problèmes d'eau actuels. Pour les ménages, la situation représente toutefois une charge financière importante. Cette mère de famille vivant à Andavamamb témoigne d'une dépense mensuelle pouvant atteindre 50 000 ariars uniquement pour l'eau. Elle doit également faire appel à des porteurs d'eau depuis le quartier des 67 hectares et affirme réduire considérablement sa consommation. L'accès à l'eau potable, considéré comme un droit fondamental, suscite de nombreuses plaintes ces derniers temps. Dans la capitale Malagasy, censée être une grande ville, les habitants continuent de faire face à de sérieuses difficultés d'approvisionnement en eau potable. Les fils de bidons jaunes aux bornes fontaines sont devenus une scène habituelle dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, surtout durant les périodes d'étiage. Malgré une hausse de la production d'eau potable au cours des 15 dernières années, l'offre reste insuffisante pour répondre aux besoins de la population. La croissance démographique, la détérioration des canalisations et les pertes d'eau sur les réseaux figurent parmi les principales causes de cette situation. Reportage. La production d'eau potable pour Antananarivo a augmenté au cours des 15 dernières années, alors qu'elle était d'environ 132 000 mètres cubes par jour en 2010. Elle dépasse désormais les 200 000 mètres cubes quotidiens depuis 2025. Malgré cette progression, la quantité produite reste insuffisante. Le nombre de la population d'Antananarivo et de sa périphérie augmente rapidement. De nouveaux quartiers continuent également de se développer, entraînant une hausse constante des besoins en eau au quotidien.
Actuellement, les besoins de la population sont estimés à près de 300 000 mètres cubes par jour. Cela signifie qu'il existe encore un déficit d'environ 100 000 mètres cubes entre la production réelle et les besoins sur le terrain. La vétusté des canalisations constitue aussi un problème majeur. Une grande quantité d'eau se perd dans le réseau à cause des conduites endommagées et vieillissantes, empêchant l'eau d'arriver jusqu'aux consommateurs. Certaines estimations indiquent même qu'une part proche de la moitié de l'eau produite serait perdue. La situation devient encore plus difficile durant la période d'étiage. Entre les mois de mai et octobre, le niveau des rivières baisse considérablement. Les stations de production ne peuvent alors traîner qu'entre 80 000 et 160 000 mètres cubes d'eau par jour. En avril 2025, l'ancien président Ange Razouel a procédé à la pose de la première pierre du projet de réhabilitation de la station de production d'eau de Manchester. Des travaux de rénovation des réseaux de distribution endommagés ont également été annoncés afin d'augmenter l'approvisionnement en eau et de réduire les pertes sur le réseau. Toujours dans les actualités sociales, les commerçants de la petite vitesse se sont dit insatisfaits de la nouvelle organisation mise en place lors des échanges avec les journalistes aujourd'hui. Ils craignent même des conflits entre vendeurs à cause de la nouvelle répartition des emplacements. Reportage sur les images de Yves Janel. À 11 h ce matin, de nombreux commerçants n'avaient toujours pas pu reprendre leurs activités à petite vitesse. Refusant de s'installer dans les nouveaux emplacements attribués, ils se sont de nouveau opposés aux autorités communales. Le nouveau dispositif prévoit un espace de 70 cm² par commerçant et autorise la vente uniquement sur un seul côté de la route. Une mesure qui inquiète particulièrement les vendeurs présents depuis longtemps au marché de la petite vitesse. Cette organisation provisoire devrait durer 15 jours. En attendant une solution durable ou un retour à l'ancienne organisation, les commerçants de petite vitesse restent dans l'incertitude. Dans le domaine de l'éducation, en ce dernier trimestre de l'année scolaire, la majorité des établissements sont désormais en pleine période de révision générale. Chaque école met en place ses propres méthodes et stratégies afin d'aider les élèves candidats aux examens à mieux se concentrer et à optimiser leur préparation. C'est pendant l'heure du déjeuner que nous avons visité cet établissement scolaire. Pourtant, ses amis et camarades de classe poursuivaient encore ensemble leur séance de révision. Pour Eratin, ce sont surtout les matières littéraires qui restent les plus difficiles. Il est en série D. Dans cette école située à Ndavamambe, les enseignants réalisent des synthèses de l'ensemble des cours afin de permettre aux élèves de réviser plus efficacement pour les examens. Les séances de révision pour les classes d'examen ont débuté depuis la semaine dernière au sein de cet établissement. Et l'enseignement de la langue et de la culture chinoise connaît un véritable essor à Antirabé. Parmi les établissements concernés figure le lycée Sainte-Thérèse de Mazoarive, où les élèves suivent désormais le programme intégré dans un cursus international. Ils devront d'ailleurs passer un examen au mois de juin prochain. Reportage signé Jamson Narajan Arman de Viva Antirabé. L'apprentissage du chinois se développe de plus en plus à travers l'annexe de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarive à Antirabé. En plus de plusieurs lycées de la ville, l'enseignement est également dispensé au sein de l'académie militaire ainsi qu'à l'Université de Vaknagarach. Au lycée Sainte-Thérèse de Mazoarive, cette formation attire particulièrement les élèves, motivés par les opportunités d'ouverture à l'international qu'offre la maîtrise de la langue et de la culture chinoise. Les étudiants témoignent de leur intérêt croissant pour cette discipline, qu'ils considèrent comme un atout pour leur avenir académique et professionnel. L'enseignement suit un programme international structuré. Les élèves concernés se préparent actuellement à un examen officiel prévu en juin. Au total, 60 élèves suivent les cours de langue chinoise dans cet établissement, depuis la classe de 6e jusqu'à la terminale, à raison de 2 séances par semaine. Pour illustrer leur apprentissage, les élèves ont récemment présenté diverses performances lors de la fête de l'école du 3 mai, incluant chant, danse, démonstration de danse du dragon.
Et dans les actualités politiques, lors du passage des émissaires de la SADC à Madagascar la semaine dernière, ces derniers ont rendu visite dimanche dernier à des détenus politiques proches du président Andry Rajoelina. Des rumeurs ont en effet circulé selon lesquelles les droits de ces prisonnières comme Marie-Michelle Saoundjar-Malal et Rina Rakotmang ne seraient pas respectés. Les détails avec Nadia Rakotmav. Depuis plusieurs jours, des publications circulant sur les réseaux sociaux soutiennent que Rina Rakotmang, ancienne conseillère à l'ambassade de Madagascar en Chine, ainsi que Marie-Michelle Saoundjar-Malal, députée élue à Fenaratsou 1 sous la bannière du groupe Irmar, subiraient diverses formes de mauvais traitements. Le point commun entre elles est qu'elles sont toutes deux considérées comme proches du président Andry Rajoelina. Voici d'ailleurs un extrait décrivant ce qu'elles subiraient en prison. Saoundjar-Malal et Marie-Michelle se trouveraient dans une petite cellule où, sur ordre de Fanirsiou Irneiv, des caméras auraient été installées dans chaque coin, au point qu'il n'y aurait plus aucun respect de la dignité humaine, même lorsqu'elle change de vêtements ou fait sa toilette, les caméras verraient tous ses gestes jusqu'au moindre mouvement. Quant à Rina Rakotmang, cela ferait déjà plus de 50 jours qu'elle serait enfermée dans une cellule extrêmement exiguë, ne voyant la lumière que pendant 30 minutes par jour. Gravement malade et sur le point d'être hospitalisée, aucun hôpital public n'accepterait de la prendre en charge, toujours selon des instructions attribuées à Fanirsiou Irneiv. Il ne s'agit là que d'une partie de nombreux témoignages publiés au sujet des conditions que ces détenus politiques vivraient en prison. Selon une source d'information, face à ces diverses allégations largement relayées, les émissaires de la SADC arrivés à Madagascar ont rendu visite dimanche dernier à Marie-Michelle Saoundjar-Malal et à Rina Rakotmang dans les établissements où elles sont détenues. Pour rappel, Rina Rakotmang a été placée en détention provisoire à Ntanmour le 15 novembre 2025 avant d'être transférée à la prison de Manzakanjin. Marie-Michelle Saoundjar-Malal, quant à elle, a été placée en détention provisoire le 19 janvier à la prison d'Avaradjan. Côté sport, la Ligue d'Analamang de karaté a lancé officiellement la saison sportive 2026 à travers une compétition organisée le week-end dernier destinée aux catégories des moins de 14 ans et des vétérans. Une occasion également mise à profit pour permettre aux arbitres d'appliquer les nouvelles règles internationales de la discipline. La compétition s'est tenue au gymnase Ankwai à Nkourjan. Narsou Razakassan et Michel Ragoutsan pour plus de détails. Les 8 sections composant la Ligue d'Analamang ont toutes été représentées lors de cette compétition d'ouverture de la saison 2026. Au total, près de 600 participants ont pris part à l'événement. Cette rencontre a particulièrement mis en avant les catégories des moins de 14 ans ainsi que les vétérans. Selon les responsables de la Ligue, cette saison sera marquée par un objectif clair: élever le niveau des karatékas d'Analamang à travers la multiplication des compétitions. Les nouvelles règles internationales régissant le karaté ont également été appliquées pour la première fois lors de ce tournoi. Une réforme qui vise à harmoniser les pratiques locales avec les standards mondiaux. Les parents présents ont salué les performances techniques des jeunes karatékas. Parmi eux, certains nourrissent déjà de grandes ambitions, à l'image de Miam, déterminés à représenter fièrement Madagascar sur la scène internationale. La compétition, qui s'est déroulée sur 2 jours, marque ainsi le début officiel de la saison 2026 pour la Ligue de karatéka d'Analamang. À l'international, les opérations d'évacuation du MV Andius, qui avaient débuté dimanche sous très haute protection, se sont achevées lundi, permettant à plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage du bateau où a été détecté un foyer d'hantavirus de quitter le navire et d'être rapatriés par avion depuis les îles espagnoles des Canaries. France 24. Après plusieurs jours à quai à Tenerife, le MV Ondius reprend le large, direction les Pays-Bas. À son bord, 25 membres d'équipage et 2 membres du personnel médical, ainsi que le corps d'une Allemande qui a succombé à la maladie. Le reste des passagers a été évacué et rapatrié. Mission accomplie. Nous venons de terminer l'opération avec succès. Entre hier et aujourd'hui, nous avons évacué l'ensemble des 125 passagers et membres d'équipage, originaires de 23 pays.
3 croisiéristes sont morts et au moins 7 autres passagers ont déclaré la maladie, dont une Française, un Américain et un Espagnol. Tous sont actuellement pris en charge par les autorités de leur pays. L'Organisation mondiale de la santé se montre confiante et écarte l'idée d'une nouvelle pandémie. L'Espagne s'en est sortie avec style comme prévu. Bien sûr, cela ne me surprend pas. Aux habitants des pays qui accueillent leurs ressortissants, rien à craindre. Le risque est faible. Ce n'est pas un nouveau cas de Covid. Chaque pays est désormais en charge de surveiller les potentiels cas contacts et de les placer en quarantaine. La période d'incubation du virus peut durer jusqu'à 6 semaines. Aux États-Unis, devenir propriétaire faisait autrefois partie du rêve américain. Mais aujourd'hui, dans des villes comme Los Angeles, se loger est devenu hors de portée pour des millions de travailleurs essentiels. Infirmiers, enseignants ou encore pompiers ne peuvent souvent plus habiter près de leur lieu de travail à cause de la flambée des prix de l'immobilier. France 24. Il est 16h. Carrie Walker se prépare à partir pour sa garde de nuit à l'hôpital. Ça, c'est le dîner pour les enfants. Je leur ai pris du McDonald's parce que parfois, quand je pars travailler, je ne rentre pas. Qu'est-ce que tu as commandé ? Un cheeseburger. Pour se rendre au travail, cette infirmière doit effectuer un long trajet, 120 km, à l'aller comme au retour. Faire le plein, ça me coûte $100. Et quand j'arrive au travail, il me reste déjà à peine la moitié du réservoir. Donc presque $100 tous les jours, ou un jour sur deux, je ne peux pas me le permettre. En route pour le travail. Pour limiter les coûts, Carrie ne rentre pas toujours chez elle après son service. Je prends une couverture, j'ai un uniforme de rechange, de la nourriture et des snacks aussi. En son absence, sa fille aînée, âgée de 15 ans, veille sur son frère et sa sœur. Parfois, avec l'aide des grands-parents. Desmond, Demetrius, venez me faire un câlin. Au revoir maman, je t'aime. Moi aussi. Carrie et sa famille ont quitté Los Angeles il y a 9 ans pour s'installer à Lancaster, une ville désertique où les prix de l'immobilier sont 2 fois moins élevés. Avec mon salaire, je ne pouvais pas me permettre de vivre à Los Angeles. Je gagne entre 70 000 et 80 000 dollars par an, et les crédits immobiliers, les loyers, c'est au moins 3 000 dollars par mois. Je ne gagne pas assez pour ça. Quand le trafic est fluide, il lui faut 1h30 pour se rendre à son travail. Ça veut dire partir beaucoup plus tôt, donc moins de sommeil, moins de temps en famille. Je pense que la plupart des infirmières aimeraient vivre près de leur lieu de travail. Trouver un emploi plus près de chez elle impliquerait de perdre son ancienneté et de gagner encore moins. Bien arrivé. C'était long. Carrie va maintenant démarrer une garde de nuit de plus de 12 heures. Elle ne sait toujours pas où elle dormira ensuite, dans sa voiture ou chez un proche. Partout aux États-Unis, les travailleurs essentiels ne peuvent plus vivre là où ils exercent. En moyenne, le prix des logements a doublé en 25 ans et même quadruplé à Los Angeles. Shannon Reed est agente immobilière. Elle a vu les prix monter en flèche dans ce quartier autrefois modeste baptisé Highland Park. Voici une maison que nous avons actuellement sur le marché. Le vendeur l'a achetée au début des années 2000 pour environ 328 000 $. Et aujourd'hui, nous sommes en négociation autour de 1,6 million. Cette flambée des prix est la conséquence d'une pénurie chronique de logements. Selon un rapport d'économistes de la Maison-Blanche, publié il y a quelques semaines, il manquerait 10 millions de logements aux États-Unis. Avant, c'était un endroit où tout le monde pouvait plus ou moins réaliser le rêve américain de devenir propriétaire. Et ça me rend triste de savoir que les enseignants de mon enfant ne vivent même pas dans le quartier, parce qu'ils n'en ont pas les moyens et qu'ils doivent faire de longs trajets. Les autorités sont parfaitement conscientes du problème. Le district scolaire de la ville a commencé à utiliser certains de ces terrains pour y construire des logements abordables pour ses employés. Henri Argueta est assistant en éducation spécialisée. Avant de vivre ici, il consacrait près de la moitié de son salaire pour un simple studio dans un quartier malfamé. C'était très dur pour moi. C'était effrayant. Il y avait un chauffage mais pas de climatisation.
Il y avait des gens qui se droguaient. J'avais hâte de partir, vraiment, je voulais juste partir. Aujourd'hui, Henry paye 1 500 $ pour un appartement d'une chambre en plein cœur d'Hollywood, soit plus de 1 000 $ en dessous du prix du marché. J'aime la vue depuis la fenêtre. J'adore Hollywood, vraiment, et tout est à proximité. Certains de mes collègues sont venus ici et m'ont dit « Waouh, pour le prix que tu payes, c'est génial !» Et je leur dis de surveiller leurs mails pour voir si d'autres logements deviennent disponibles. Mais la demande en logement dépasse largement l'offre, comme le constate la responsable des infrastructures du district qui supervise ce programme. Dans ce projet, il y a 66 logements et plus de 900 personnes sur liste d'attente, ce qui montre bien l'ampleur de la demande. Nos 3 premiers projets ont été un succès. Nous pensons pouvoir reproduire ce modèle. C'est pourquoi nous lançons 4 nouveaux projets sur d'autres terrains que nous espérons pouvoir aménager. Selon une récente enquête, près de la moitié des employés du district scolaire envisagent de quitter leur poste en raison du prix du logement. La solution pourrait aussi venir du secteur privé. Dans le quartier de Baldwin Hills, un projet inédit vient de démarrer. La construction de 800 appartements bâtis directement au-dessus d'un supermarché. 200 d'entre eux seront réservés à des ménages modestes, le tout sans le moindre financement public. Un signe que pour venir à bout de la crise du logement aux États-Unis, il faudra redoubler d'imagination et trouver des solutions innovantes. Et pour terminer, le détroit d'Ormuz, jadis destination touristique prisée, est devenu le noyau stratégique de la guerre en cours. Malgré la crise, les habitants refusent de partir. France 24. Le voyage vers l'île d'Ormuz commence ici, au port iranien de Bandar Abbas. Il y a quelques mois encore, la jetée était pleine de touristes en route vers les plages rouges de l'île. Aujourd'hui, elle est presque désertée. Selon ce capitaine de bateau, les affaires ont chuté. Le nombre de trajets a considérablement diminué, ce qui est compréhensible. Nous devons continuer à assurer les services aux habitants de l'île. Nous sommes préoccupés, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous avons confiance en Dieu. La traversée prend environ 45 minutes. Sur le chemin, des cargos restent immobiles en mer, victimes des conséquences du conflit. Sur l'île, l'impact de la guerre est flagrant. Les touristes sont disparus, les cafés sont vides et les marchés à peine ouverts. Le prix des transports a doublé, ce qui a entraîné une hausse importante du prix des fruits et légumes. Pour Haj Abdullah, la pêche est une tradition familiale qui se transmet de génération en génération. Mais là, son dernier bateau reste bloqué à terre. Il y a un mois, j'étais en bateau quand nous avons entendu des bruits de combat tout près. Alors nous avons décidé de rester à l'écart pour le moment. Pour l'instant, nous arrivons à joindre les deux bouts en pêchant un peu au large, en attendant de voir ce que l'avenir nous réserve. Malgré la crise, les habitants refusent toujours de partir. On mangera du pain et on ne se plaindra pas. Nous ne livrerons pas notre terre et notre île à notre ennemi. L'île d'Ormuz abrite environ 7000 personnes, à l'embouchure de l'une des voies maritimes les plus stratégiques au monde. Nombreux sont ceux qui affirment que l'île reste leur foyer. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée à tous.